Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Pour Info, l'émission de LN24 qui consacre une heure à l'analyse, au décryptage, à l'explication d'un phénomène d'actualité. Aujourd'hui, un mot sur toutes les lèvres dès qu'on parle de la situation sanitaire, le pass sanitaire, justement ce qu'on appelle, pas tout à fait à propos, vous l'entendrez un peu plus tard dans l'émission, le Covid Safe Ticket en Belgique. Est-ce vraiment le Graal pour booster la vaccination? Est-ce l'outil qui va nous permettre d'éviter une quatrième vague, de reprendre petit à petit une vie quotidienne qui se rapproche au plus de la normale? Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quels sont les dangers éventuels que l'on peut pointer par rapport à l'utilisation de ce type de passe? On tente de comprendre, de faire la lumière et de l'explication surtout sur ce sujet avec des experts et spécialistes. Le docteur Élie Kogan, médecin interne au Chirec et professeur émérite à l'ULB. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Face à vous, Cassian Minguet, président du Master en spécialisation en médecine générale de l'UC Louvain, médecin généraliste par ailleurs. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Sabine Storder, la responsable de la Task Force Vaccination. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. On sera rejoint dans un instant par Catherine Linard, géographe de la santé de l'Université de Namur, qui est malheureusement coincée dans des embouteillages. Docteur Kogan, on va tout de suite attaquer avec, parce que je pense que c'est toujours utile de poser des bases pour bien comprendre un débat. Et en l'occurrence, je le sais, le terme simplement de Covid Safe Ticket vous énerve beaucoup. Mais disons qu'à la limite, je le trouve vulgaire. Parce qu'en termes de santé, le terme ticket, comme un ticket de tram, je le trouve inapproprié. On sait d'où il vient et quelle personnalité politique ne voulait pas entendre parler de passe lorsqu'on a mis ce terme sur le tapis. L'autre point, c'est le terme safe. Et donc, à mon sens, cela risque de faire tomber tous les gestes barrières nécessaires en plus de ce pass. Et donc, il faut bien se dire que le pass sanitaire est un outil complémentaire qui diminue la probabilité de contaminer l'autre. Donc, Covid Safe Ticket, l'originalité mondiale du pass sanitaire en Belgique, je pense qu'il faut l'oublier. Le terme exact serait certificat de prévention de la Covid. Ça, c'est le terme qui correspond exactement à l'enjeu de son utilisation. Sabine Storder, c'est quand on parle effectivement, on a beaucoup lu, j'ai l'impression que c'était l'outil ultime pour permettre de pousser la vaccination, de la booster. C'est pertinent de le désigner comme l'outil ultime. Est-ce que ce n'est pas juste une arme de plus dans l'arsenal que l'on a pour lutter contre cette crise sanitaire ? J'aime mieux le deuxième argument que le premier. Je ne considère pas ce pass sanitaire comme étant un outil pour booster la campagne de vaccination. L'objectif de la campagne de vaccination, c'est d'assurer la protection maximale des citoyens en Belgique qui peut être obtenue par ce qu'on a appelé toujours depuis le début de la campagne l'immunité collective. Alors bien entendu, en Belgique, on peut se réjouir d'une couverture vaccinale déjà très élevée de l'ensemble de la population. Mais c'est comme si vous achetiez une passoire avec un fin maillage et vous avez créé des trous à certains endroits. Et ces trous à certains endroits empêchent justement cette protection, on va dire, relative, parce qu'elle n'est jamais absolue. Le vaccin ne protège pas absolument contre les risques d'infection, mais malheureusement, il y a des poches qui se sont créées dans la société et qui risquent là de favoriser de nouveau un relancement, on va dire, des taux de contamination et donc par là, des hospitalisations et des décès. Et l'objectif de la vaccination, c'est vraiment celui-là, c'est la protection de la population, oui, pour lui permettre de faire davantage d'activités, de réouvrir la société, mais pas de donner un pass à certains et d'interdire des activités à d'autres. Si on le regarde comme ça veut dire qu'à ce moment-là, l'intérêt principal et presque la raison d'être du pass sanitaire, c'est ça, c'est de permettre un retour vers une vie quotidienne plus ou moins normale. C'est pas d'augmenter les chiffres de vaccination, c'est vraiment ces deux choses séparées. Alors ce sont deux choses distinctes. Bien entendu, nous sommes conscients que l'introduction d'un pass sanitaire va avoir très probablement un impact sur les derniers hésitants qui veulent aussi accéder aux activités auxquelles ils ne pourront pas accéder s'ils ne sont pas vaccinés ou s'ils ne sont pas prêts à notamment réaliser les tests PCR négatifs à fréquence régulière. Donc bien entendu, ça aura un impact certain, mais ce n'est pas l'objectif majeur. On peut, c'est toujours difficile de chiffrer évidemment, mais docteur Minguet, on peut se rendre compte quand on voit justement
la réticence qui existe aujourd'hui. On a beaucoup fait des comparaisons avec la France en disant notamment en France, l'imposition de ce pass sanitaire a permis d'augmenter les chiffres. On n'est pas du tout sur le même genre de réticence. Et donc, est-ce que ça pourra produire cet effet qui n'est pas le principal, mais qui est un effet escompté quand même? Un pays n'est pas l'autre, hein, donc on ne peut pas tirer des informations de ce qui se passe dans un autre pays. Par rapport au pass sanitaire, appelons-le comme ça, puisque tout le monde l'appelle comme ça, vous savez, moi j'aime bien une société qui inclut et pas une société qui exclut. Le risque du pass sanitaire, c'est d'exclure des gens. Or, ce qu'on veut, tous ici autour de la table, c'est un outil merveilleux qu'on a, c'est la vaccination, c'est d'avoir plus de vaccinés. Et on est là devant le dernier carré qui doit être vacciné. Alors, soit on prend un outil d'exclusion ou un outil d'inclusion. L'outil d'inclusion existe. Il y a en ce moment, là où on parle, 10 000 médecins généralistes qui travaillent dans leur cabinet, là, maintenant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent des gens qui leur posent des questions sur la vaccination. Ils parlent avec eux. Ils personnalisent le débat et je pense que c'est là qu'on va trouver les personnes qui vont aller chercher ce dernier carré pour vacciner. Élie Cogan, il y a effectivement, c'est Marius Gilbert sur le plateau de Christophe de Borsu dimanche sur RTL qui faisait un lien entre les poches d'absence de vaccination et les gens qui n'ont pas de médecin généraliste. Il y a ce lien presque logique, on peut le faire directement? Enfin, j'adhère à cette partie de l'intervention de mon confrère. Lorsqu'on parle d'une campagne de vaccination, comme c'était la première campagne de vaccination, qu'on mette en place des systèmes très globaux, un peu dépersonnalisés, bon, ça a un sens. Actuellement, je pense réellement que les personnes qui doivent être vaccinées où se trouvent les médecins. C'est un acte médical. La médecine générale de première ligne, très sûrement, mais on a les mêmes problèmes au niveau de l'hôpital. Pendant un certain temps, on a eu un certain nombre de doses disponibles. J'avais des patients avec des comorbidités ou des patients immunodéprimés. Je savais qu'on vaccinait ce jour-là. Ils sortaient de mon bureau de consultation. Ils se faisaient vacciner à un étage plus haut. Et donc, il faut, et je pense que ce serait une bonne façon de relancer Mme Storder sur le sujet, il faut absolument envisager de vacciner les gens où ils sont, avec leurs problèmes particuliers. Et ceci vaut également pour la troisième dose. Je me permettrai, comme j'ai la parole, de revenir sur un des propos avec lesquels je n'étais pas tout à fait d'accord. Enfin, sur le principe, oui, une société inclusive plutôt qu'exclusive. Sur le principe de base, bien entendu qu'on ne peut pas être en désaccord avec ça. Mais je vais retourner le problème. Actuellement, dans les restaurants, le fait de ne pas mettre de pass sanitaire fait en sorte que délibérément, notre système de santé permet à un supercontaminateur de se retrouver dans un restaurant et de contaminer des gens, y compris d'ailleurs des gens vaccinés, qui ont été vaccinés il y a plus de 6 mois, qui sont des retraités, où on sait quand même, et c'est une autre partie de la discussion sur laquelle on reviendra, mais dont l'immunité est en train de diminuer, et qui vont en confiance. Et donc, ça me paraît intolérable de dire que l'on permet à des supercontaminateurs de contaminer dans les restaurants. Ceci dit, il y a quelques mois, on avait parlé de l'importance de la ventilation, qui est quelque chose d'assez fondamental et pour lequel on a des bases scientifiques, mais on en a parlé, tout le monde s'est enthousiasmé, et qu'est-ce qu'il en reste? Rien ou pas grand-chose. Et donc, on a perdu un certain nombre de mois par rapport à l'équipement en termes de ventilation approprié en fonction des lieux où on se trouve. On fera encore justement le lien et l'importance qui peut être aussi donnée à des lieux Covid-safe plutôt qu'à ce pass sanitaire. Sabine Storder, c'est effectivement, on doit encore mettre plus de pression et plus par rapport à ce pass sanitaire avec le côté. Un des buts, c'est d'empêcher justement ces super contaminateurs et d'empêcher de mélanger des gens qui ne devraient pas être mélangés. Alors en fait, donc dans la campagne de vaccination, effectivement, on a d'abord veillé à protéger les plus vulnérables.
Les plus vulnérables, c'est ceux qui étaient hospitalisés gravement en soins intensifs et qui décidaient de la Covid-19. Les personnes très âgées, les personnes avec comorbidité, les immunodéprimés, les femmes enceintes, etc. Ensuite, c'est ceux qui étaient les plus exposés. C'est par exemple les professionnels de la santé, les policiers en situation d'intervention. Maintenant que ces groupes-là ont été majoritairement vaccinés, ceux qu'il faut vacciner maintenant, c'est ceux qui vont permettre de réduire la transmission de l'infection. Et maintenant, effectivement, même si la vaccination a un impact plus grand sur les maladies graves et les décès que sur la transmission, il a quand même un effet très positif sur cette transmission. Et nous sommes maintenant, à l'aube de la rentrée académique, dans une période où on va augmenter très fortement les rapports sociaux. On l'a vu déjà hier, on envisage les baptêmes d'étudiants. Sur les campus, les jeunes sont heureux de se retrouver. Alors bien entendu, ce ne sont pas ceux qui vont être majoritairement en soins intensifs ni qui vont décéder. Mais c'est eux qui vont transmettre, qui vont faciliter la circulation du virus. Et le virus Delta est un virus qui se transmet très très rapidement et on a effectivement des super contaminateurs qui vont se retrouver à 200, 400 dans des auditoires que l'on va effectivement ventiler, ils devront porter le masque, etc. Mais quand même toute une journée, de 8 à 10 heures dans les mêmes auditoires, et qui vont se retrouver ensuite en soirée, bien plus regroupés, dans des fêtes estudiantines, où il va être très très difficile de respecter, allez, il faut être honnête, la distanciation sociale, le port du masque. Donc effectivement, là, ça a un sens de se dire, ces gens vont se rapprocher, mais au moins, ils auront l'assurance, même si l'environnement ne sera pas totalement safe, qu'ils vont côtoyer de manière très proche des personnes qui ont pris aussi les mesures pour réduire le plus possible ce risque de transmission. Et qui sont moins à même de transmettre le virus. Bonjour Catherine Linard. Bonjour. Géographe de la santé à l'UNAMUR. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. C'était évidemment sans surprise le début de cette émission consacrée à pourquoi et à quel intérêt, quelle efficacité pour ce pass sanitaire. Vous, votre point de vue là-dessus, c'est effectivement un outil d'abord pour diminuer les risques de transmission avant d'être un plaidoyer pour la vaccination ? Oui, tout à fait. Je pense que dans le contexte de la Belgique aussi, c'est surtout ça. On peut faire la distinction avec le contexte de la France, qui n'était pas tout à fait le même, et où on a clairement dit que c'était pour inciter à la vaccination. Je pense qu'en Belgique, on est plutôt effectivement dans une réduction des risques pour, comme on vient de dire, surtout les événements dans lesquels on va inévitablement se rapprocher. Et l'argument qui est donné d'augmenter la vaccination, de convaincre les réticents. On entend bien que c'est peut-être pas le but principal, mais est-ce que ça peut marcher quand même ? Parce que bon, tant qu'à faire, même si c'est pas le but principal, si ça fonctionne, ça arrange tout le monde. Si ça permet d'en convaincre quelques-uns, ben oui, tant mieux, effectivement. Maintenant, je pense qu'en Belgique, le contexte social, enfin les raisons sociales qui font qu'il y ait une certaine poche de population qui ne sont pas vaccinées ne sont pas tout à fait les mêmes. Et c'est sans doute pas ce pass sanitaire qui va aider à résoudre ces problèmes-là. Je vous vois acquiescer, Licogan. Oui, donc voilà, donc c'était une des remarques que je voulais faire, mais bien entendu, elle était faite à ma droite. Enfin, lorsqu'on a proposé, parce que bon, moi j'étais très en faveur du pass sanitaire depuis longtemps, quasi au même moment où le Danemark l'a mis en route, c'est-à-dire on était à la mi-mars, au moment, rappelez-vous, où toute une série de secteurs étaient fermés, en particulier l'Horeca. Oui. Je n'étais pas parvenu à convaincre d'ailleurs les responsables de l'Horeca de l'utilité de ce pass. Mais donc il y a quand même une dimension économique, et quelque part, je le considère aussi comme un outil permettant d'éviter des fermetures. Et on l'aurait utilisé à l'époque, et je suis d'accord qu'à l'époque, il y avait moins de vaccinés, mais la condition que j'avais exprimée sur les plateaux aussi était de dire, mais pour ceux qui ne sont pas vaccinés, nécessairement les tests doivent être gratuits, justement pour éviter la discrimination, en particulier par rapport aux jeunes. Mais on aurait pu ouvrir l'Horeca, certainement, au moins 2 mois plus tôt. Et donc, il y a quand même un argument économique sous-jacent, bon, qui n'est pas l'argument majeur, mais néanmoins qui, à mon sens, devrait intervenir dans le débat. Et donc, on peut considérer ce pass comme une sorte de cliquet alternatif à l'ouverture-fermeture. Et vous vous souvenez, pendant toute cette épidémie, c'était ouverture-fermeture, ouverture-fermeture. Et sans faire une trop grande critique sur la façon dont ça a été géré, il faut bien dire que pendant tout ce temps-là, on regardait les courbes, elles montaient, on fermait, elle diminuait, on ouvrait, souvent dans un timing qui n'était pas le plus approprié, et donc le pass aurait pu servir
de cliquet plutôt que de l'ouverture-fermeture. Est-ce que dans ce cas-là, avec un pass introduit un peu plus tôt et des tests gratuits, on en serait à de tels niveaux de vaccination dans le pays? Parce qu'on s'en est réjoui quand même d'une efficacité et d'une réussite de la campagne de vaccination. Si on avait distribué des tests gratuits dans tous les sens, peut-être qu'il y a moins de gens qui se seraient fait vacciner. Je pense que la remarque est pertinente. Mais donc, on peut imaginer quelque chose d'alternatif, à savoir autant de tests gratuits, etc. Et donc, il serait quand même une limitation à cet aspect-là. Et je me souviens d'ailleurs sur le plateau, d'ailleurs Rudy Vervoort était avec moi sur un plateau il y a quelques mois, et il n'était pas du tout opposé, donc il était déjà en faveur, pour autant qu'il y ait un certain nombre de la population qui ait accès au vaccin. Et de fait, il reste assez cohérent avec son attitude, puisque maintenant il le défend en n'ayant plus cette crainte de discrimination par rapport aux non-vaccinés. Vous savez, l'histoire de la discrimination et de la liberté. La discrimination serait qu'un certain nombre de personnes de la population n'aient pas accès au vaccin. Ça, c'est de la discrimination. Actuellement, tout le monde a l'opportunité d'être vacciné. Et dans la vie, lorsqu'on fait un choix, eh bien, on en assume les conséquences. Question Minguet. L'opportunité d'être vacciné n'est pas la chance d'être vacciné. Il faut connaître les populations de près. Comment ça se passe? Je peux vous expliquer comment ça se passe avec un vaccino-hésitant. J'aime mieux d'utiliser le mot vaccinant-hésitant qu'un réticent. Parce que le tout est dans le processus de décision médicale qui se passe dans la tête d'un patient. Elle est assez variable. Elle n'est pas due au fait qu'il existe un centre de vaccination, je vais y aller. D'ailleurs, tout le monde aurait été si c'était si simple que ça. J'avais un patient vaccino-hésitant qui est un patient très gentil, en surpoids, avec des parents métissés, donc voilà. Et le patient très gentil me dit, avec raison, moi je vais attendre qu'on soit sûr, parce que ce que j'entends, il n'y a rien de sûr. Je vois des experts qui ne sont pas d'accord, etc. Et il dit, moi je ne vais pas là, je vais attendre, voilà. Et je dis, là j'en ai reçu quelques-uns, on a reçu quelques doses quand même comme généraliste. Là j'en ai une. Et alors il me regarde, il me dit, toi tu le ferais? Je dis, ouais, je l'ai fait. Ah blanc, fais-le moi. Oui. Donc ça c'est gagné. C'est là qu'on va aller chercher les gens. Ce n'est pas avec un restaurateur qui va dire n'entrez pas monsieur chez moi parce que vous n'avez pas votre safety kit que la société va s'améliorer. On va avoir des gens qui vont être déçus, qui vont être en colère. Augmenter une polarisation de la société qui est déjà profondément divisée. Et le risque d'être contre-productif est là, est présent. Est présent parce que les gens vont pas être d'accord, ils vont se sentir de plus en plus exclus. Et donc, je reviens à l'histoire de l'inclusion. Il faut aller chercher les gens, il faut les comprendre. Il faut comprendre, il faut les écouter. Si vous venez avec un argument au départ qui est décisif et que vous ne laissez pas la personne se déployer autour de ses connaissances, de ses préférences, eh bien, on n'y arrivera pas, on va être contre-productif. Et un autre argument aussi, que vous connaissez bien, qui est celui du fait de croire que parce qu'on a un Corona Safety Kit, on est tout à fait safe, alors que c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Justement, il faut être attentif, il faut leur montrer qu'il faut être attentif aux premiers signes de maladie. C'est pas parce qu'on a un safety kit qu'on peut faire n'importe quoi. Il faut justement regarder, dès qu'on a mal à la gorge, il faut faire un test antigénique, des choses pareilles. C'est ça, en fait, qu'il faut proposer plutôt qu'un Corona Safety Kit. Et qu'un sésame d'entrée, juste avant de faire une première pause, Élie Cogan. Oui, mais donc, mais je vois qu'on a des petites nuances dans l'utilisation. Voilà, c'est ce qui fait le charme du débat. Je reviendrai sur le premier point, tout à fait d'accord avec la communication personnelle et je m'attendais à ce que votre patient, vous alliez le vacciner. Et je reviens d'ailleurs à ce qu'on disait au départ, il faut maintenant effectivement permettre à la fois aux médecins généralistes et aux spécialistes hospitaliers d'avoir l'opportunité de vacciner. 2, un point que mon confrère soulignait, c'est le problème de la communication. Je pense que la communication n'a pas été suffisante, appropriée, ciblée sur des groupes en fonction de leur hésitation, en fonction d'hésitation d'origine culturelle éventuellement. Et je pense qu'il y a, et là je renverrai la balle à Mme Storder, de voir s'il n'y a pas moyen de faire mieux de ce point de vue-là aussi. Il y a, à mon sens, eu un déficit de communication
qui répond en quelque sorte à ce qui vient d'être dit. Ceci dit, par rapport à la crainte de dire il va y avoir de la révolte devant les restaurants, ben, soyons scientifiques. Est-ce qu'on est en train d'inventer quelque chose? Non. Le Danemark, le premier, a mis en place un Corona Pass. On en a eu des témoignages locaux. Tout s'est extrêmement bien passé. En France, bon, moi j'étais en France, au moment où on a instauré cela au niveau des restaurants, ça se passait extrêmement bien. Et donc, ce n'est pas les 150 000 Olibrius qui, après la fièvre jaune, maintenant c'est la fièvre Covid, déambulent dans les rues, par rapport aux 60 millions de Français, qui doivent faire changer la donne. Néanmoins, je pense qu'il faut rester attentif, et lorsqu'on va rentrer avec ce Corona Pass, à la responsabilité de chacun. Pour moi, le restaurateur n'a ni le droit, ni l'envie de demander la carte d'identité pour voir s'il s'agit bien d'un vrai Corona Pass ou pas. Le restaurateur devra vérifier s'il y a un Corona Pass. Pas vérifier s'il y a un fraudeur. Si à un moment donné, il y a un contrôle, ce n'est pas le restaurateur qui doit être responsable, c'est celui qui a fraudé. Et donc, je n'ai pas assez entendu ce type-là de remarques en termes de responsabilité du Corona Pass. Quand on fraude, quand on brûle un feu rouge, on en est responsable et ce n'est pas au restaurateur ou à d'autres milieux qui étaient fermés et qui auront accès au Corona Pass de faire la loi et de faire la police. Et je suis assez d'accord avec cet élément-là. Il faudra encore évidemment en discuter. On fait une première pause dans cette émission. Juste après, on s'intéresse notamment à l'aspect sanitaire. Est-ce que ce Covid Safety Kit introduit une fausse impression de sécurité? Est-ce que l'avancée des connaissances, notamment sur la transmission des virus entre personnes vaccinées, a augmenté? On voit ça juste après ceci. Deuxième partie d'Un pour Info qui fait le point sur le pass sanitaire, son intérêt, ses dangers. Sabine Storder, responsable de la Task Force Vaccination. Effectivement, Élie Kogan vous a lancé pas mal de passes décisives que vous n'avez pas encore pu transformer en occasion de but. On peut réexpliquer le pourquoi du comment de la phase de vaccination, pourquoi d'abord dans des centres, ensuite des vaccibus et puis maintenant se tourner vers les généralistes. Donc il faut d'abord remonter un peu en arrière. Jusqu'en janvier 2021, on a commencé les premières vaccinations. À l'époque, nous n'avions qu'un seul vaccin à disposition, le vaccin Pfizer que l'on conserve à moins 80 degrés. Donc ce n'est pas non plus à mettre entre les mains de tout le monde. Des flacons multidoses, donc il faut avoir toujours un multiple de 6 ou 7 personnes. Et une exigence, c'est d'aller au plus vite. Pour aller au plus vite, la seule manière de travailler, c'est de centraliser l'administration dans des lieux où il y a une grande concentration de personnes. Donc ça a été le cas des maisons de repos et des maisons de repos et de soins, des hôpitaux dans la phase 1A, ensuite des centres de vaccination. Et c'est ce qui fait que dès mars-avril, on a vu notre campagne de vaccination prendre un coup d'accélérateur, là où les pays qui avaient choisi une décentralisation rapide, c'est-à-dire la mettre en main des médecins généralistes, des pharmaciens, ces fameux flacons multidoses, eh bien, ces pays-là ont marqué un ralentissement certain. Et ils ont eu beaucoup de difficultés à gérer leur stock de vaccins parce qu'ils périment aussi rapidement. Une fois qu'ils sont décongelés, vous ne pouvez plus les garder pour une très large échéance. Donc, il faut les utiliser à un rythme très rapide. Et là où un médecin généraliste parvient à convaincre peut-être une personne dans sa patientèle sur une matinée, eh bien, en 6 heures, vous devez vacciner cette personne pour avoir un flacon. Donc, à un moment où à la phase 1A et la phase 1B, il fallait maximiser l'efficience de la campagne de vaccination, la décentralisation n'a pas été la meilleure solution. Maintenant, où on essaye de toucher effectivement les poches de résistance parce qu'il faut gagner 20% de la population, puisqu'on a réussi à toucher les 80 premiers pourcents, la décentralisation a tout son sens. Et effectivement, la vaccination de manière décentralisée, où on apporte le vaccin à la porte des gens, soit à domicile, chez les médecins généralistes et les pharmaciens. Toutes des opérations pilotes sont en œuvre sur l'ensemble du territoire pour trouver les meilleurs canaux de distribution et les meilleurs canaux d'administration. Parce que la distribution est antérieure à l'administration et c'est bien plus complexe qu'on ne le pense. Il y a aussi une révision des codes juridiques de distribution qui doit être prévue
pour permettre cette distribution. Donc ça, c'est un premier plan. Donc maintenant, et effectivement, tout le plan de la phase 3, si la vaccination doit devenir pérenne, pour tout ou partie de la population, envisage cette décentralisation puisqu'on va abandonner l'optique des centres de vaccination. Les immunodéprimés, pour l'instant, on a encore les centres de vaccination, les ambulants peuvent s'y rendre, mais les médecins généralistes, les hôpitaux, etc., peuvent déjà les vacciner également. Le deuxième point, la deuxième passe, c'est sur la communication. Il y a eu énormément, donc effectivement, on doit tenir compte d'une diversité de territoires et d'une diversité d'approches de la population. On n'approche pas un citoyen flamand de la même manière qu'un citoyen wallon ou qu'un citoyen bruxellois. À Bruxelles, il y a plus, je crois, de 200 nationalités différentes, 140 langues parlées. Donc la COCOM a dû multiplier les moyens de communication le plus proche possible, en traduisant les messages, mais aussi en allant là où les gens se regroupent, là où il y a des leaders qui ont un certain impact sur la population. Là, ce sera des leaders religieux. Donc, il y a eu des actions qui ont été menées dans les mosquées, dans les églises, dans les synagogues. Là, ce sont des leaders culturels. Donc, par exemple, au niveau des maisons communales, sur les marchés, là où il y a un impact qui est majeur. Et c'est là qu'effectivement, la sensibilisation doit jouer. Maintenant, par le biais des écoles, par le biais des universités, par le biais des hautes écoles. Si on se base sur la sensibilisation et pas sur l'obligation, il faut aussi accepter maintenant qu'on n'aille pas aussi vite qu'on a pu aller en phase 1A et en phase 1B. On ne va pas gagner 20% en 2 semaines. Donc, tous les jours, on nous demande où en êtes-vous ? Pouvez-vous déjà mesurer l'efficacité des mesures ? Gagner un par un patient, 10 patients, 100 ou 10 000, ça ne se fera plus à l'aune d'une semaine ou de 15 jours. Il faut accepter maintenant que l'on prenne un peu plus de temps pour gagner les personnes les plus hésitantes. Pour gagner les pourcents qui restent. Catherine Linard, c'est en termes de transmission du virus, notamment, on l'a un tout petit peu évoqué en première partie, cette fausse impression de sécurité que peut donner le nom même de Covid Safety Kit, c'est ça un des risques. Après, même si on n'est pas tout à fait sûr sur de l'efficacité du vaccin sur la transmission, ça reste mieux que rien. Oui, voilà, alors c'est ça. Ce qui se passe, c'est que le risque de transmission est réduit par le vaccin, mais peut-être pas autant qu'on l'aurait espéré. C'est vrai que les dernières études qui sortent montrent en effet que cette efficacité sur la transmission est réduite avec le variant Delta. Donc ce qui se passe, c'est que oui, l'introduction du Covid Safety Kit va avoir un impact épidémiologique, va réduire un petit peu les transmissions, mais à l'heure actuelle, c'est impossible de quantifier jusqu'à quel point. Et donc, c'est pour ça que moi aussi, je suis ici partagée un petit peu sur l'utilisation du Covid Safety Kit dans l'ORECA, par exemple, parce que je pense que c'est en fait un risque en même temps, parce qu'il y a aussi des effets potentiellement négatifs de polarisation de la société, et du coup, il faut mettre tout ça dans la balance. Et voilà, le Covid Safety Kit peut être un outil parmi d'autres, mais il faut savoir qu'on ne sait pas à l'avance. Il y a énormément d'incertitudes sur l'impact épidémiologique réel. Oui, je suis assez d'accord avec ceci. Je pense qu'il faut véritablement considérer la problématique de la transmission comme un triangle avec d'une part le taux de circulation du virus, d'autre part le caractère plus ou moins sûr des lieux, et le troisième élément, les personnes et leur caractère plus ou moins sûr également. Si le virus ne circule plus, on n'a plus rien besoin. Si on a un système de ventilation extraordinaire, et on se retrouve avec ce qui se passe en plein air, voilà. Et de la même manière, si on a des individus qui sont tout à fait sûrs, eh bien, alors on n'a plus besoin de quoi que ce soit aussi. Et donc, c'est l'intégration de l'ensemble de ces 3 éléments qui va jouer, et j'insiste beaucoup sur l'absence de certitude que l'on a. Mais ça, c'est la vie de tous les jours. On est dans une situation probabiliste. Et d'ailleurs, dans la décision médicale
indépendamment de ceci, on est rarement dans des certitudes. Lorsqu'on discute, même lorsqu'on va instaurer un traitement, on dit, bon, il va être efficace, 9 chances sur 10, si ça ne marche pas, on mettra un autre. Et donc, on doit rester dans une approche probabiliste, et cette approche probabiliste, tout un chacun ne l'a pas spontanément. C'est d'ailleurs, mais c'est un autre débat, je trouve que les 2 dernières années du secondaire, on devrait apprendre aux jeunes et apprendre aux journalistes que 2 événements qui se suivent ne sont pas nécessairement causaux, et ceci par rapport notamment aux effets secondaires des vaccins. Hein. Si on vaccine et puis on attrape quelque chose après, c'est le vaccin, etc. Concomitance ne veut pas dire causalité. Exactement. L'élément de causalité est quelque chose de difficile à appréhender parce que spontanément, 2 événements qui succèdent, on a envie d'y voir un lien de causalité. Donc là aussi, il y a quelque chose de compliqué à expliquer à la population si on discute des effets secondaires. J'imagine qu'on fait aussi, comme moi d'ailleurs, puisque finalement, entre l'interniste et le généraliste, c'est finalement également de la première ligne à un autre niveau. Cassian Minguet, juste avant de faire une deuxième pause. Donc d'abord, on est quand même devant un changement de société. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, un restaurateur qui va demander à l'entrée de son restaurant qu'on lui montre quelque chose, qu'on lui montre. Un restaurateur, il est là pour faire du bien aux gens, il est accueillant. Voilà, on est hospitalier, c'est une grande tradition que quand on est hospitalier, on ne demande pas à qui on a affaire, on ouvre sa porte. Et on va demander, sous des dehors de santé publique, à des gens dont ce n'est pas du tout la fonction, de contrôler quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas envie de contrôler quelqu'un d'autre. Moi, j'ai envie de donner. On aurait aimé, d'ailleurs, avoir dès le début plus de vaccins en médecine générale pour déjà soigner et donner la chance aux vaccinos-hésitants dès le début. On a choisi une phase, comme Mme Storder l'a répété, qui est une phase de campagne, hein, ça fait un peu militaire aussi. On a dit on part, on vaccine les premiers. Évidemment, il y a toute une part, le dernier carré s'est mis dans un coin. La réflexion, en fait, et c'est ceci à quoi je voudrais venir, elle doit être en même temps, en fait. Quand on fait quelque chose, comme par exemple vacciner, on vaccine tout le monde. On ne vaccine pas certaines personnes qui ont droit à une invitation et pas d'autres. Ah, mais on n'avait pas beaucoup de doses. Enfin, je vous laisse continuer, mais... On n'avait pas beaucoup de doses. Mais ce que je ne dis pas, je ne dis pas qu'on n'utilise pas les doses de la façon dont ça a été au début. Tout au début, c'est vrai qu'il fallait aller vite dans les maisons de repos. Mais très vite aussi, on a commencé à vacciner tous azimuts. Et on a demandé d'ailleurs aux généralistes ce qu'on a fait, de transmettre, et les mutuelles l'ont fait aussi, de façon qui était un peu bizarre, mais de transmettre les patients à risque. Alors qu'on aurait pu dire... laissons aux généralistes le fait de sentir qui ils doivent vacciner. On doit faire confiance aux gens. Et je pense qu'au niveau aussi des restaurateurs, ils doivent faire confiance à la personne qui vient. Les gens qui accueillent, on doit responsabiliser les gens en disant « si vous êtes malade, si vous risquez de contaminer, n'allez pas au restaurant ». Mais ce n'est pas à l'entrée du restaurant qu'on va dire aux gens « ne rentrez pas ». Enfin, c'est une société qui se base sur quoi Alors, je sens que je vais avoir du mal. Alors, je vais vite en profiter, vite faire la deuxième pause, comme ça elle est faite. Et on revient, je vous fais réagir à ce qu'elle vient de dire Cassian Minguet. Juste après ceci, on revient dans un tout petit instant. Troisième partie d'un Pour Info consacrée au pass sanitaire. On a encore beaucoup de choses à dire, alors on ne va pas trop se perdre en introduction. Sabine Storder, vous vouliez réagir à ce que disait Cassian Minguet juste avant la pause. Oui, en fait, donc effectivement, dans la campagne de vaccination, il y avait un objectif qui était l'efficience, mais on avait aussi un devoir éthique d'éviter le maximum de gaspillage de doses. Or, plus on décentralise, et je suis désolée de le dire, plus il y a du gaspillage de doses. Parce qu'on n'a pas toujours le multiple qu'il faut par rapport au nombre de doses contenues dans un flacon. Et malheureusement, quand on n'a pas le nombre de personnes qui se présentent, volontairement ou non, à un vaccibus, à une antenne de vaccination ou à un médecin généraliste, il reste des doses résiduelles dans les flacons. Février, mars, avril, vous auriez dit vous n'utilisiez pas toutes les doses résiduelles des flacons, mais on nous aurait vraiment injurié en disant vous ne mettez pas exactement, vous ne mettez pas tous les moyens en œuvre pour utiliser toutes les doses disponibles. À tel point qu'on a acquis très rapidement du matériel ultra performant, ce qu'on appelle les seringues et les aiguilles à 0 volume mort, qui permettaient même d'extraire
plus de doses que ce que le contrat prévoyait dans un flacon. Donc on était à la comptabilité de la dose près. Vraiment, et il y a eu même des transferts entre centres pour éviter ce gaspillage. À l'heure actuelle, on a des stocks qui périment fin du mois de septembre, fin du mois d'octobre, et on doit vraiment se dépêcher parce que d'un point de vue éthique, il est inacceptable de gaspiller des doses en Belgique, mais aussi sur le plan mondial. Donc on est maintenant aussi dans une autre réflexion d'utiliser le maximum de doses pour l'offrir à notre propre population, mais également pour participer au mécanisme de partage, que ce soit par l'initiative COVAX ou par des donations bilatérales, quand il y a déjà des surplus de doses dans nos stocks en Belgique. Si les médecins généralistes disent demain, écoutez, je fais une liste pour demain, envoyez-moi 100 doses, 1000 doses, j'ai les patients qu'il vous faut, on communiquera les flacons. Mais l'exemple des pays voisins, et tous les mois nous sommes aussi en relation avec la task force française, qui a très tôt donné des doses aux pharmaciens et aux médecins généralistes, ils nous ont dit que ça n'a pas accéléré la campagne de vaccination, même pour les vaccinaux hésitants. Et on se retrouve maintenant à devoir rappeler de manière centralisée toutes ces doses qui ont été distribuées. Certaines sont périmées et c'est un casse-tête de pouvoir les ramener dans les stocks en amont. Donc voilà, c'est un choix. Probablement qu'on aurait peut-être pu toucher plus rapidement les vaccinaux hésitants, mais c'était à mettre dans la balance avec les pertes qui s'en seraient suivies et qui à ce moment-là étaient inacceptables. Élie Kogan qui voulait aussi rebondir sur le... Oui, donc je suis d'accord avec ce que dit Mme Storder, mais il faut quand même dire qu'on aurait pu prévoir pour éviter de perdre des doses. Je rappellerai qu'en début de campagne, dans les maisons de repos, on fournissait des doses pour l'ensemble des maisons de repos du personnel et on se retrouvait effectivement avec des doses qui étaient non employées. Et heureusement qu'il y a eu des confrères généralistes qui travaillaient dans ces maisons de repos suffisamment appropriés dans leur réaction, de ne pas céder à la tentation de jeter les doses comme c'était exigé, mais justement d'avoir une liste de confrères qui à ce moment-là ne pouvaient pas encore être vaccinés et de vacciner les confrères dans un environnement proche. Et donc d'avoir cette anticipation-là avec des listes de personnes qu'on peut rappeler rapidement me paraît une bonne idée. Je pense qu'il faudrait quand même parler aussi de la troisième dose, qui est également une question sur le tapis. Et là où encore plus que pour ce dont on vient de discuter avec mon confrère généraliste, c'est véritablement sur le terrain, les médecins généralistes, les médecins spécialisés des hôpitaux qui s'occupent de patients avec comorbidité un peu différente de celle de mes collègues, que cette troisième dose va pouvoir s'exprimer. On ne peut pas, à mon sens, envisager une troisième dose sous une forme de campagne de vaccination, mais il faut cibler le problème. C'est nous qui savons quel patient sera plus à même de recevoir cette troisième dose ou pas. En France, ils ont pris un peu l'exemple de ce qui s'était passé en Israël en mettant en route une troisième dose systématique pour les plus de 65 ans qui avaient une première vaccination au-delà de 6 mois. Je pense que cette mesure, de nouveau, est une mesure générale qui pourrait être raffinée. Un certain nombre de personnes n'auraient peut-être pas besoin de cette troisième dose, d'autres oui. Même chose par rapport aux immunodéprimés. Et donc, je suis là tout à fait d'accord avec mon confrère pour dire que la personnalisation de cette phase de la vaccination est vraiment quelque chose d'important. Catherine Lina, Sabine Storder sur la troisième dose d'abord. Oui, mais ce que vous dites, en fait, nous l'avons déjà prévu depuis le mois de mai. On a publié un blueprint pour la phase 3. Et si vous allez le lire, il est disponible sur Info Coronavirus. On envisage donc cette décentralisation, puisqu'il faudra aussi remettre dans les mains des entités fédérées qui sont compétentes pour la vaccination, la conduite de cette campagne de vaccination. Tant pour tous les mécanismes, donc l'achat restera bien entendu centralisé, le stockage aussi, mais tout le mécanisme de distribution, il y aura la question du financement qui va entrer en ligne de compte, parce qu'ici on parle beaucoup d'administration de vaccins, mais il ne faut pas oublier qu'en amont, il y a des achats, il y a une logistique à mettre en œuvre, il y a un financement à prévoir, il y a un cadre juridique qui encadre toutes ces activités, et tout ça, c'est pas en claquant les doigts en se disant il faudrait que dans 2 ou 3 semaines on envisage ça comme ça. Rien que la distribution dans les officines de ville doit faire l'objet d'une modification du cadre légal.
Si on envisage que d'autres professionnels de la santé vaccinent, de nouveau, il faut envisager une modification du cadre légal et tout ça ne se fait pas en 15 jours, 3 semaines. Donc j'entends beaucoup de gens qui disent il faut, j'adore. Hein. Toutes les propositions sont les bienvenues et bien entendu, chacun a le droit de s'exprimer, mais il y a aussi les contingences légales, les contingences financières qui impose de faire certains choix aux dépens d'autres. Et les contingences logistiques aussi. Oui. Je ne m'attendais de toute façon pas. Alors de 1 à réussir à boucler le débat tout à fait en 1 heure et de plus à arriver à un point de vue unique et avec lequel tout le monde serait d'accord. Par contre, histoire de quand même terminer sur une note un peu positive, Catherine Linard, les perspectives pour l'automne, elles sont relativement bonnes, notamment parce que pour la première fois, on arrive dans cette phase avec des groupes de personnes à risque relativement bien protégés. Oui, bien sûr, hein, ça change complètement la donne par rapport à l'année dernière. On est dans une situation pour l'instant qui est assez favorable, avec ce point noir quand même sur Bruxelles, il faut le rappeler. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, loin de là. Il va falloir rester vigilant dans les mois qui viennent, surtout ici avec la rentrée, la reprise de toutes les activités, les rentrées universitaires aussi. Il faut malheureusement, encore, je pense, garder quelques mesures de protection dans les quelques mois qui viennent. On verra d'ici, je dirais, au mois de décembre, comment ça se passe. Et pendant ce temps, Élie Kogan, comme on le disait tout à l'heure, on n'hésite pas à rappeler l'importance de l'aération et de se concentrer sur des lieux Covid-safe, Covid-free. Alors, vous n'allez de nouveau pas être tout à fait d'accord avec cette impression de sécurité, mais plutôt que sur juste le ticket d'entrée. Covid le plus safe possible. C'est ça qui compte. Merci beaucoup, en tout cas, à tous d'avoir participé à cette émission. Cassian Minguet, Sabine Storder, n'hésitez pas à vous échanger vos numéros comme ça. Si vous avez trop de doses, vous pourrez directement les administrer en première ligne. On a dit aussi l'importance que vont jouer et le rôle que pourront jouer les généralistes dans la conviction et dans les explications, notamment parce que vis-à-vis des vaccino-hésitants, c'est ça qu'il faut faire, de l'explication et de la dialectique, ce qu'on essaie de faire tous les jours dans cette émission. Merci beaucoup, Élie Kogan, Catherine Linard, Sabine Storder, Cassian Minguet d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ici quelques instants, comme toujours sur LN24, c'est avec l'information que vous avez rendez-vous. À demain.